Donc nous allons passer maintenant sans transition au présent. On a posé, je pense, les termes du débat. Et donc je reviens vers Pierre Desmarest en lui demandant finalement, dans ce contexte, avec cet héritage lourd, quels sont les enjeux aujourd'hui des études sur l'Afrique dans une université comme l'ULB? Je crois que les enjeux de l'Afrique sont immenses et ce serait absolument naïf de penser que la page doit être tournée. Je pense que quand on regarde de très loin notre planète, l'Europe apparaît comme une espèce de petit accent circonflexe au-dessus de cet immense continent, qui est en train de connaître quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est une explosion démographique absolument sans précédent. Un continent qui est à la fois source de beaucoup de désespoir et de beaucoup d'espoir, mais auquel le destin de l'Europe est, je pense, inéluctablement et complètement lié plus que jamais. Et donc, ne pas et tourner tous nos regards vers la nouvelle puissance et le nouveau, puisqu'on est en train d'assister de nos jours, évidemment, à la perte de suprématie des États-Unis, avec en plus le président qu'ils ont, ça accélère un peu les choses. La montée en puissance de la Chine, et on a tendance un peu trop à regarder de ce côté-là. Mais quand on va en Chine, on se rend compte que la Chine regarde quand même beaucoup du côté de l'Afrique et de façon parfois un petit peu prédatrice. Donc, je pense que là, il y a des véritables enjeux. Alors, c'est clair, et Olivier l'a rappelé, que l'Afrique n'est pas vraiment à la mode parmi nos dirigeants, parmi nos étudiants, à beaucoup de niveaux. Mais je pense que ce serait une erreur absolument funeste de faire l'impasse. Ceci dit, ce travail sur l'Afrique, ce travail à l'Afrique, ce rapport à l'Afrique doit être fondamentalement repensé dans un véritable partenariat, dans un véritable dialogue. Alors après ça, bon, on peut aussi épiloguer, mais je ne sais pas si c'est le moment maintenant, sur l'ensemble des défis, mais pour moi, le défi numéro un, c'est la démographie. La démographie qui fait qu'on n'a jamais connu une telle croissance dans l'histoire de l'humanité, qu'on aura bientôt 1,5 milliard, 2 milliards d'Africains, que dans une échéance pas très lointaine, sur 100 habitants de la Terre, il y en aura 56 asiatiques, il y en aura 16 africains. Mais en même temps, avec une pauvreté dont on ne sort que très très difficilement à travers le continent, et un certain nombre de problèmes qu'on peut énumérer. Là aussi, je ne sais pas si c'est l'enjeu tout de suite et immédiat, mais je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire, et il n'y a pas tellement de pays où il y a une tradition sur laquelle on peut s'appuyer, une connaissance, une pratique, mais encore une fois dans un partenariat repensé et renouvelé. Oui, alors vous avez mentionné la démographie, donc on est en face d'un continent extrêmement jeune, une jeunesse dont on sent que les États ont du mal à assurer la formation. Et donc c'est vrai que repenser l'Afrique, ça peut commencer aussi en Afrique, mais qu'on voit bien que les institutions, en tout cas par exemple les institutions universitaires avec lesquelles nous on travaille, ont des difficultés. Donc comment est-ce que les institutions africaines qui vont être amenées à former ces millions de jeunes peuvent continuer ou peuvent contribuer à renforcer la production de connaissances sur le continent à partir du continent? C'est un grand défi, effectivement, et ce n'est pas un défi d'aujourd'hui, c'est un défi qui date déjà depuis l'époque des indépendances, c'est-à-dire que quand on veut se développer, il faut mettre les moyens sur l'éducation, sur la recherche, il faut concevoir la recherche et l'enseignement comme des enjeux de souveraineté, ce que les pays africains, pour la très grande majorité, n'ont pas forcément fait. Mais en dehors des politiques étatiques, ministérielles, institutionnelles qui ont toutes les difficultés du monde, on a des chercheurs africains, on a des institutions de recherche africaines qui font le travail dans des conditions parfois très difficiles, parfois de manière bénévole, alors que des fois on a des ONG subventionnées mais qui ne donnent pas de résultats ou qui récupèrent les résultats des chercheurs bénévoles. Donc il y a un problème, je pense, de répartition des moyens donnés justement à la recherche. Peut-être effectivement recentrer les choses sur les coopérations universitaires, interuniversitaires à l'intérieur du continent africain. Retravailler également, je pense, le contenu
de cette recherche, sachant que l'objectif de l'éducation, en tout cas d'une éducation qui libère, c'est de construire des énoncés, c'est de construire des démonstrations qui peuvent être appropriées et vérifiées par les premiers concernés. Donc là aussi se pose la question de la recherche endogène, des savoirs endogènes, des politiques linguistiques qui sont fondamentales. Donc dans quelle langue justement éduquer la population. Donc c'est toute la problématique notamment de la francophonie ou de l'anglophonie dans des pays où on sait que l'appropriation de la langue constitue déjà un premier effort pour les apprenants. Donc c'est tout un système, je dirais, qui doit être repensé. Et ici ou là, on a, je dirais, des points pilotes qui peuvent être appuyés, qui peuvent être soutenus, mais c'est un enjeu qui est fondamentalement politique. Et pour ce qui est de la démographie, il y a bien évidemment d'autres enjeux, comme les enjeux alimentaires, les enjeux de santé, les enjeux de travail. Donc comment créer de l'emploi et non pas juste, je dirais, de l'auto-entrepreneuriat. Donc comment responsabiliser tout un chacun. Pour moi, c'est vraiment un projet sociétal qui se pose, et c'est un projet qui est très important parce que la question de l'argument démographique doit être traitée vraiment, je pense, avec suffisamment de souplesse. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent une double facette entre les arguments racistes qui deviennent des arguments démographiques. Et c'est important, je pense, que dans les milieux de la recherche, dans les milieux scientifiques, cette question de la démographie soit réellement ramenée, je dirais, sur des enjeux, on va dire, citoyens, civiques, honnêtes et responsables, et non pas dans des formes de caniveau que l'on peut voir parfois. Alors, je voudrais amener dans le débat une notion, enfin, jeter un gros pavé dans la mare. Certains chercheurs évoquent la nécessité de décoloniser les études sur l'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette notion certains parlent de décolonialité? Oui, alors personnellement, je pense que il y a, si je compte bien, 57 ans qui se sont écoulés depuis les indépendances. La colonisation a duré une cinquantaine d'années, donc on a quand même un certain recul. Alors c'est clair que certaines des recherches continuent dans des ornières qui ont été tracées à l'époque coloniale. Je pense que c'est quand même de moins en moins le cas, que de plus en plus on a pris un certain nombre de distances par rapport à ça. Donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit un vrai enjeu, même si ça peut mettre certains mal à l'aise. Je pense que ce qui est important, c'est de changer la perspective. Et ce n'est plus évidemment, je dirais, du top-down depuis l'Europe qui décide des priorités et ainsi de suite. Là, je pense que le partenariat est absolument indispensable, et ça doit être de plus en plus les Africains qui décident des véritables priorités. Et aussi, ce qui me semble absolument fondamental, c'est le problème des experts. Je pense que trop souvent, on a des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent quelques jours, qui pompent les connaissances des collègues locaux, qui sont évidemment infiniment mieux payés que ces collègues locaux, et puis qui repartent en expliquant après ça aux bailleurs de fonds comment est-ce qu'il faut faire. Ça, cette espèce de néocolonialisme de la recherche qui est désormais devenu, à mon avis, tout à fait insupportable. Ceci dit, l'aspect colonial, je pense, bon, il faut absolument le dépasser. Il faut absolument arriver à une véritable prioritisation par les populations, prioritisation par les chercheurs locaux. Et de ce point de vue-là, il me semble aussi qu'il y a un cri d'alarme important à lancer, c'est aussi la perte des connaissances locales. La perte des pratiques, des savoirs, des savoir-faire. Il y a là véritablement urgence. L'époque coloniale ne l'a certainement pas assez récolté, préservé et valorisé. Et je crois que ce qui est aussi important et intéressant maintenant, c'est d'arriver à une mixité de ce genre d'approche et une mixité de ce genre de savoir dans un métissage qui soit véritablement fécond en matière de connaissances et de démarches scientifiques. Hamzat, décoloniser les études sur l'Afrique, c'est un projet qui a du sens ou... Oui, bien évidemment, il a du sens. Il a du sens. L'Afrique a été intégralement colonisée à l'exception de l'Éthiopie. Donc on peut se poser la question de savoir si les études éthiopiennes
ont été décolonisés, vu que, par exemple, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Donc c'est aussi intéressant d'étudier, je pense, des pays qui ont une histoire un peu à contre-courant de celle du continent africain. L'histoire de l'Éthiopie, la recherche éthiopienne, les universités éthiopiennes, c'est, je pense, un sujet d'étude en soi. D'autre part, il y a effectivement une géopolitique du savoir, une géopolitique des connaissances. Il existe bien évidemment des précarés scientifiques qui sont calqués sur les précarés, comme on dit, néocolonialistes, impérialistes. Il ne faut pas le cacher. Cela fait partie du jeu. Il y a en même temps des évolutions vers davantage de polycentrisme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de connexions aujourd'hui entre les pays du Sud eux-mêmes. Donc le Sud discute de plus en plus avec le Sud, et je pense que c'est un élément important. Il ne peut pas y avoir d'équilibre entre guillemets Nord-Sud tant que le Sud ne discute pas suffisamment avec le Sud de la même manière que le Nord discute avec le Nord. Donc c'est des équilibrages aujourd'hui à créer, donc à travers des circulations, à travers des interactions. Sur les courants de la décolonialité, il me semble très important. Il me semble important ici, en Europe, on le voit avec les mouvements qu'on peut voir à la SOAS, où on demande justement de décoloniser les bibliographies sur l'Afrique, en estimant que ce n'est pas normal que lorsqu'on étudie l'Afrique, on n'ait pas de références historiographiques ou bibliographiques africaines. On le voit en Afrique du Sud, qui a une histoire particulière avec le mouvement Rhodes Must Fall, donc faire tomber justement les vestiges d'une science et d'une historiographie fondamentalement colonialiste. Et je crois que c'est des éléments qui sont importants. Actuellement, on parle de l'histoire du Zimbabwe, la manière dont ce pays a été renommé, le fait que sous le régime précédent, les chercheurs, y compris occidentaux comme Terence Ranger, qui parlait du grand Zimbabwe en expliquant que c'était une civilisation qui avait été construite par des Noirs, était tout simplement expulsée du pays. Ce sont aussi des enjeux qui renvoient aussi à la liberté académique des chercheurs en Afrique. Et cette liberté académique, elle est liée à la liberté politique. Donc tout ça est fondamentalement lié. Et je crois qu'enfin, il y a aussi un autre élément important dans cette question de la décolonialité. C'est tout simplement comment produire un savoir dont on est le principal acteur. Comment arrêter de commenter les recherches qui viennent d'ailleurs, mais commencer à écrire ses propres recherches. Donc comment être le sujet de sa propre expérience scientifique. Et ça aussi, ce sont des éléments qui sont, je dirais, individualisés. C'est ce qu'on peut voir à travers des étudiants africains qui obtiennent effectivement des bourses pour aller à l'extérieur de leur pays ou à l'extérieur du continent, qui se construisent une histoire, une trajectoire très intéressante. Et je pense que cette notion de circulation est importante parce que c'est en sortant de son chez-soi qu'on s'enrichit. Et donc, du coup, la circulation étudiante, les relations circulatoires, migratoires, doivent, je pense, inclure cette question des étudiants. C'est des enjeux fondamentaux si on veut décoloniser les études africaines. Remettre, je pense, les acteurs à leur place. Pierre Desmarest évoque la question de la perte de connaissances locales dans certains domaines. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous constatez ou que vous craignez ? Oui, il y a effectivement des savoirs qui se perdent, tout simplement parce que les sociétés africaines évoluent et sont de plus en plus urbanisées et sont de plus en plus métissées. L'Afrique est un continent qui est extrêmement métissé en soi. Il y a de plus en plus de mouvements, d'évolution, de lieux qui disparaissent. Je crois qu'il y a des étudiants en architecture dans le réseau. C'est très important parce que l'architecture aussi est un aspect qu'on sous-estime trop souvent. Et les villes africaines évoluent. Et la manière dont l'urbanisme est pensé fait justement disparaître des éléments d'histoire. Et aussi a un rôle également sur tout ce qui est lié à la santé publique. Donc tous ces éléments-là, je pense, sont très importants à connecter. Et il y a, je pense, un travail de préservation et de conservation à mener qui là aussi nécessite des moyens que les pays n'ont pas forcément. Mais est-ce que décoloniser, par exemple, l'histoire de l'Afrique, ce ne serait pas aussi qu'il y ait un peu plus d'historiens africains qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique avant la colonie ? Actuellement, l'historiographie est très très largement, enfin moi c'est quelque chose qui me désespère, mais la majorité continue, et dans la majorité des ouvrages collectifs importants, la place énorme c'est sur deux générations qui sont les deux générations coloniales, et les milliers de générations qui ont précédé sont pratiquement réduites à la portion congrue. Bon, un des beaux exemples, d'ailleurs une grande frustration, parce que c'est un livre que j'ai adoré par ailleurs, Congo de David Van Reybrouck, alors qu'il est archéologue lui-même,
l'histoire précoloniale, c'est une série de vignettes dans le premier chapitre, et puis après ça, c'est uniquement l'histoire coloniale. Je trouve que c'est assez emblématique. Alors ça tient aussi à la formation, notamment des historiens qui sont formés aux méthodes de l'histoire classique, qui est l'histoire européenne, évidemment. Et puis son témoin principal n'avait que 126 ans. Oui, donc sa mémoire ne pouvait pas remonter aussi loin. Mais quand on offre des bières, on peut vivre très longtemps. Oui, alors l'histoire coloniale ou antécoloniale, c'est pas une histoire évidente parce que déjà, d'une part, il y a une problématique de sources. Et on est pas mal d'historiens à réclamer des sources qui sont à Paris, à Londres, à Bruxelles ou ailleurs, et on n'y a pas forcément accès, on ne sait pas forcément pourquoi. Donc la question des sources se pose, je pense que c'est un élément qui est important. Après, il y a peut-être effectivement aussi une question de formation qui se pose. Donc là aussi, il faut, je pense, travailler sur l'histoire moderne, c'est-à-dire casser justement les cadres chronologiques de l'histoire africaine, d'une histoire africaine contemporaine qui commencerait soit en 1885, soit en 1960. Et justement, l'intérêt du panafricanisme, c'est que cette histoire contemporaine, on l'a fait débuter à la fin du XVIIIe siècle, au même moment que la Révolution française. Et du coup, ça casse, je dirais, ce décalage entre l'historiographie européenne classique, où l'époque contemporaine commence donc autour de 1800, et l'historiographie africaine qui est décalée à partir justement de l'indépendance des États africains. On a beaucoup trop, je dirais, d'histoire nationale, l'histoire du Sénégal, l'histoire de la Côte d'Ivoire, etc., qui n'ont pas de sens si on ne les rattache pas justement au passé antécolonial. Or, ce passé antécolonial s'appuie, je dirais, sur des espaces qui sont différents. Donc, je dirais que plus que l'histoire, le véritable travail de décolonisation, c'est la géographie, c'est la problématique des frontières. Ce sont les frontières qui enserrent nos histoires dans des cadres qui sont parfois stériles. Donc, dépasser ces notions de frontières, travailler davantage des histoires régionales, sous-régionales, continentales, plutôt que des histoires nationales qui sont des micro-histoires et qui n'ont pas de sens finalement au regard des enjeux du continent africain et de la nécessité de comprendre justement les circulations qui ont été celles justement du XIIe, XIIIe siècle ou d'époques bien plus anciennes. Donc ça, c'est un élément, je pense, la géographie plus que l'histoire. Et les Africains, comme sans doute aussi pas mal d'Européens, n'ont pas forcément une connaissance complète de la géographie du continent africain. Donc pour moi, la géographie, connaître son continent, connaître son environnement, c'est fondamental. Et cette discipline, elle est encore plus mal en point, je dirais, que la discipline historique dans les universités africaines. Oui, je voudrais rebondir dessus. Alors, bon, la géographie, d'une part, tout à fait d'accord. L'Afrique est 1/5 des terres immergées du monde. C'est une masse continentale majeure. Mais à l'intérieur de cette masse continentale majeure, si on regarde l'histoire un peu ancienne et si on pousse la logique panafricaine plus loin, pour moi, une des grandes caractéristiques de tout temps des Africains, c'est la bougeotte. C'est des gens qui bougent énormément. Ils n'ont pas arrêté de bouger. Et le panafricanisme, si on regarde les mouvements de population, par exemple, un de mes sujets de recherche, l'expansion bantoue, à peu près un Africain sur 3 maintenant est d'origine bantoue. Il y a là un panafricanisme et les mouvements d'expansion bantoue sont liés aussi au peuplement de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc on a, je dirais, un panafricanisme originel qui fait que dès qu'on regarde d'un peu de perspective, on se rend compte que finalement, beaucoup de gens ont tellement de choses plus en commun que de différences depuis la nuit des temps, et notamment du point de vue linguistique. Donc, encore une fois, moi je plaiderais pour qu'on s'intéresse un peu plus au panafricanisme originel, bien avant que les Blancs viennent en expliquant et en découpant et en faisant des frontières. De ce point de vue-là, l'hydrographie, les grands fleuves, les grands bassins, la forêt qui n'était pas l'obstacle qu'on croyait, tout ça a un rôle effectivement important. Et la géographie du continent d'ailleurs, je vous rappelle, dans lequel on peut mettre toute la Chine, toute l'Amérique et toute l'Europe à l'aise. On ne se rend pas compte de la dimension. C'est quand même un illustratif des défis. Oui, donc en vous écoutant, c'est vrai qu'on se rend compte que la question se pose quand même de l'accès à la parole légitime, donc d'un continent quand même qui a
l'impression de ne pas pouvoir avoir pu raconter sa propre histoire. Et donc voilà, donnons la parole à Sony, de nouveau cet auteur congolais, et écoutons ce que nous dit l'Afrique quand elle parle. L'Afrique deviendra de plus en plus un cas de conscience pour toute l'humanité tout entière. Sans doute même son point le plus faible. Et moi, j'écris cette chose-là à la face des hommes. Ils m'entendront ou bien ils me maudiront, mais je ne peux plus agir en dehors de cette mesquinerie manifeste que l'histoire nous vend. Les générations comptent par la qualité de leurs espérances. Et si nous autres têtus d'Afrique demandons têtument la parole après 5 siècles de silence, c'est pour dire l'espoir. L'espoir à l'oreille d'une humanité bâclée. Afo. Jafuru kiri mekene o. Aye baye. Atuba ma. Aye baye. Atuba ma. Nous appartenons à des pays où 90% de la population a été contrainte au silence parce qu'ils ne parlent pas la langue de la technique et du progrès. Ce silence est à la fois politique, technique et idéologique. Et les 10 autres pourcents que nous sommes pensons que cette situation est logique. La seule chance de salut pour les vaincus. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit, enfin le devoir si j'ose dire, d'inventer notre propre chemin et nos propres possibles? Tous, nous avons dans nos mains et dans nos têtes les meilleures chances de survie pour l'humanité. Tous nos rapports avec la nature ne peuvent et ne doivent se concevoir qu'en termes de réconciliation. Et la nature n'est pas la nature, elle est les natures. La nature n'est pas universelle. Décider de sa culture, de ses joies, de ses possibles, de son futur, de ses rêves, de ses espoirs, de son identité, de sa participation au colossal moi humain, voilà ce qui s'appelle faire l'histoire. Et une recherche qui ne participe pas à la fabrication de l'histoire est juste bonne pour les poubelles des cas de conscience. Car tout au long de son histoire, l'Afrique a fait parler. On a parlé en son nom, à sa place, avec sa voix. Mais nous sommes là, génération de la palabre. Et faites-nous confiance, nous allons parler au point de surprendre. Droit d'aînesse, vous voyez, l'Afrique, c'est le berceau de la race humaine. L'Afrique, c'est le nouveau monde, dit-on. Donc, nous avons un droit spécial à la parole. Et je peux même dire, sans risque de me tromper, que notre parole est spéciale parce qu'elle oblige le monde d'aujourd'hui à réinventer la logique. Notre monde doit choisir entre réinventer la logique et mourir. Mourir, mais je ne parle pas de la mort apocalyptique par le feu des atomes. Non, non, non. Sur nos têtes brille la première mort, la mort de la vie, celle qui, à mon avis, précédera la mort du monde. Parce que notre logique actuelle est basée sur le cannibalisme. Cannibalisme économique, culturel, moral, philosophique et même esthétique. Il va sans dire que pareille logique ne peut aboutir que sur un ensauvagement toujours plus grand de l'espèce humaine. Alors le temps est venu pour nous de choisir. Choisir entre la profondeur et le simulacre, entre l'amitié et les singérations. Sony Laboutansi.